Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce mercredi. Et voici, nous allons commencer par le Rwanda qui abrite depuis ce mercredi la deuxième édition de Golden Business Forum qui rassemble différents organes sous le thème de créer une richesse durable en Afrique à travers la zone de libre-échange continentale africain. Les détails avec Kassim Youssouf. Cette conférence de 3 jours vise notamment à mettre en exergue les opportunités dont dispose le Rwanda et mobiliser les principales parties prenantes pour une réflexion et un engagement à même de réduire les barrières commerciales, à plaider pour une augmentation des investissements du secteur privé dans le secteur de la santé, la production alimentaire, l'industrie, les projets créateurs d'emplois et la promotion des infrastructures. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, le docteur Sanzabaganwa Monique, a fait observer que la richesse du continent africain ne repose pas seulement sur les ressources naturelles, mais se trouve plutôt dans les petites et moyennes entreprises opérant sur le continent, surtout celles qui sont créées par des femmes et des jeunes, ajoutant que la zone de libre-échange continentale africain est un forum de commerce qui permettrait d'accélérer le développement de l'Afrique à travers surtout ses petites et moyennes entreprises. Le docteur Monique Sanzabaganwa a interpellé les acteurs du secteur privé et les gouvernements à accorder à tout un chacun, sans aucune exception, les opportunités disponibles, car c'est le seul moyen qui permettra de créer la richesse du continent africain. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Ngabitsinze Jean Chrysostome, a dit aux participants à cette conférence que la zone de libre-échange continental africain est une opportunité qui rassemble des acteurs du secteur privé pour qu'ils puissent ensemble examiner ou investir. Il a en outre indiqué que c'est l'occasion de discuter à propos des opportunités disponibles visant la création de l'économie et la richesse de l'Afrique, soulignant que c'est avant tout l'occasion que le secteur privé ne devrait pas rater et que le gouvernement mette en place une législation qui permettrait la rentabilité des activités du secteur privé. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a fait observer que les pays africains sont encore sous le poids de la dette, où les sommes qu'ils remboursent sont beaucoup plus importantes que les recettes qu'ils réalisent. Il a en outre indiqué que les pays se préoccupent davantage de la réduction de la pauvreté au lieu de créer de la richesse et a précisé que la solution est d'œuvrer pour la rentabilité. Alors justement, en parlant de ce Business Forum, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Madame Jeanne-Françoise Mobilidi. En anglais, on dit Acting Chairperson of PSF, mais je dirais l'un des partis membres du secteur privé. Bienvenue dans nos studios. Merci. Alors, pour commencer, le Rwanda abrite la deuxième édition de Golden Business Forum. Que signifie-t-elle pour le secteur privé ici au Rwanda? Alors, la deuxième édition du Golden Business Forum a été organisée par la Fédération du secteur privé au Rwanda avec le but de stimuler les conversations, les réflexions et des engagements par rapport à ce qui doit se faire pour que le secteur privé puisse prendre en marche les opportunités qui ont été créées sous la zone de libre-échange continentale africaine. Le thème de cette édition, il a été intitulé « Créer une richesse durable en Afrique à travers la zone de libre-échange continental africain ». Mis à part cette zone de libre-échange continental, quoi d'autre faut-il que le Rwanda mette en place justement pour créer cette richesse? Actuellement, le Rwanda travaille déjà sur une stratégie pour identifier les opportunités d'affaires qui sont présentes sur le continent et où le secteur privé rwandais a des avantages. Donc, c'est déjà une première étape. Et pour nous, la deuxième étape, en tant qu'acteur du secteur privé, c'est aussi important que
les opérateurs du secteur privé puissent se reconnaître dans ces accords, puissent prendre des avantages de ces accords, qu'ils puissent aussi commencer à réfléchir à créer les projets et à créer les partenariats stratégiques avec leurs confrères au niveau du continent. Nous avons déjà quelques opérateurs du secteur privé qui ont commencé à opérer sous la zone de libre-échange, mais nous pensons qu'il est très important de continuer les discussions pour qu'il y en ait plus de sociétés et plus de projets aussi. Oui, c'est vrai. Alors, parlons spécifiquement de notre pays, de le Rwanda. Croyez-vous que la création de la richesse durable est facile à réaliser, d'autant plus qu'il y a encore des problèmes toujours qui entravent le libre-échange, que ce soit des biens et des personnes sur le continent? Le monde du business n'est jamais facile. Donc, nous savons que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Donc, nous pensons que même si c'est difficile, il est important de commencer quelque part, de rencontrer des difficultés et de se mettre ensemble pour les signaler et pouvoir faire en partenariat avec nos gouvernements, en partenariat avec les institutions gouvernementales, pouvoir discuter sur les problèmes rencontrés et pouvoir discuter sur les solutions éventuelles. Nous pensons aussi que le secteur privé a un rôle important à trouver des solutions. Pas seulement à montrer les problèmes, mais à montrer les solutions, à innover et même à proposer et déjà mettre en place certaines de ces solutions. Oui. Alors, quel est le message de la Fédération rwandaise du secteur privé, surtout aux opérateurs économiques, au gouvernement, qui sont les plus concernés par la création de la richesse dont on parle ici? Alors, aujourd'hui, dans notre conférence, ce que nous espérons après la conclusion demain, c'est de pouvoir avoir identifié les projets potentiels, les projets sur lesquels nous pouvons travailler, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans d'autres pays, où nous allons aussi pouvoir, avec les secteurs privés, les organisations du secteur privé dans d'autres pays africains, pouvoir créer une plateforme vivante qui pourra informer la progression de ces projets, mais aussi la progression des autres opportunités d'affaires qui naissent jour par jour. Et aussi pouvoir informer nos membres au sein de ces organisations, leur donner les informations nécessaires, pouvoir les accompagner aussi et les indiquer où ils doivent aller trouver certaines de ces affaires. Il est important aussi de pouvoir créer une plaidoyer commune, pouvoir se mettre ensemble en tant que secteur privé et plaidoyer pour le secteur privé, pour la mise en place et pour l'élimination des barrières qui sont présentes aujourd'hui. Merci beaucoup, Jeanne Françoise Mouvilidi. Nous rappelons à nos chers téléspectateurs que vous êtes la chargée de la Fédération rwandaise du secteur privé. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour m'avoir invité. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, en sigle, vient de lancer une stratégie nationale pour le développement agricole au Rwanda. C'est une stratégie qui comprend entre autres activités, l'appui et le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. À part le Rwanda, cette alliance compte aussi s'attaquer aux grands défis qui affectent le continent africain. Notre collègue Jean-Pierre Kagabo s'est entretenu avec le professeur Jean-Jacques Mouinda, directeur de l'AGRA dans la région de l'Afrique de l'Est et du Sud. Il explique comment garantir la sécurité alimentaire sur le continent africain. Suivez. Ces ressources, l'Afrique reste le continent le plus affamé. Comment expliquer ça? C'est vrai, c'est un défi qu'il faut bien considérer parce que je rappelle que depuis la déclaration de Malabo en 2014 en Guinée équatoriale, nos chefs d'État et tous les pays africains ont souscrit sur certains objectifs à atteindre en 2025. Donc on reste avec déjà pratiquement par rapport à l'horizon 2025. Et parmi ces objectifs-là, il y avait un objectif de réduire la faim, de réduire la pauvreté aussi. Mais le plus important, c'était d'augmenter
les investissements dans le secteur agricole. Il y a eu beaucoup de progrès. Il existe un système de vérification par rapport au progrès que le continent est en train de faire chaque année. Il y avait énormément de progrès jusqu'à ce que la Covid-19 est venue en 2020, qui a ralenti un peu la progression. Et puis après, quand la Covid était en train de disparaître, le conflit à l'est de l'Europe a commencé avec toutes les conséquences qu'on vient de parler tout à l'heure là. Mais aussi ça, c'est une période spéciale où les changements climatiques se manifestent d'une façon très sérieuse, quoi. On l'a vu au Rwanda cette année, on l'a vu dans les années passées, ce qui se passe ici se passe aussi dans d'autres pays. On a des sécheresses incroyables, on a des cycles des inondations incessantes maintenant. Donc tout ça, c'est des facteurs qui réduisent un peu la rapidité par rapport au progrès que le pays est en train de faire vers les objectifs de Malabo en 2025, mais aussi vers les objectifs de développement durable en 2030. Mais ça ne doit pas nous décourager. Ce qui est le plus important, c'est que les pays, y compris le Rwanda, continuent à travailler sur des stratégies de développement durable et voir comment est-ce qu'on peut un peu atténuer les conséquences, spécialement les conséquences du changement climatique. Les conflits, on ne peut pas les prédire, mais au moins les changements climatiques, on sait qu'ils existent. Le plus important, c'est qu'on fasse les investissements, qu'on aligne les ressources, qu'on mobilise le secteur privé pour continuer à investir dans le secteur, en fait, de construire un système de production plus résilient. Je rappelle que dans le cadre de la NST1, la vision 2050 du Rwanda, l'ambition, c'est vraiment d'avoir un développement du secteur agricole fondé sur les investissements du secteur privé. Et c'est ça exactement qu'on est en train d'appuyer. On n'a pas suffisamment de ressources si on compare avec les autres partenaires au développement ou les donateurs. Mais le plus important, c'est comment est-ce qu'on déploie le peu de ressources qu'on a pour pouvoir mobiliser beaucoup plus de moyens et appuyer le secteur agricole au Rwanda en lien avec les plans stratégiques du secteur qui existent aussi déjà au niveau pays, mais aussi les plans de développement économique du pays dans l'ensemble. Alors, nous allons tout à l'heure parler de l'autorité rwandaise de régulation de certains services d'utilité publique, RURA, en collaboration avec la police nationale et la mairie de la ville de Kigali, qui ont agréé 5 coopératives opérant dans la ville de Kigali et constituées du transport de personnes et de leurs biens à moto. Les détails. Cette rencontre a eu lieu au stade Kigali Pelé, dans le quartier de Nyamirambo. Ces 5 coopératives comprennent 2 présentes en district de Gasabo, 2 en district de Nyarugenge et 1 en district de Kichukiro, en raison du nombre d'utilisateurs des taxis-motos opérationnels dans ces districts. L'autorité rwandaise de régulation de certains services d'utilité publique, RURA, en sigle et en anglais, a également identifié les leaders de ces coopératives, mais certains motards se posent des questions sur la légitimité de ces personnes, d'autant plus qu'ils n'ont pas été élus. Cette décision de réduire le nombre de coopératives de taxi-moto a été prise après que certains motocyclistes de la ville de Kigali aient révélé les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur travail de tous les jours, affirmant qu'ils ne progressent pas en raison de la mauvaise gestion de ces structures par leurs dirigeants. Sur 41 coopératives, il reste désormais 5 coopératives. RURA a augmenté la part du capital que l'automobiliste avait l'habitude de donner et la contribution de la coopérative. C'est une décision qui a été approuvée par les automobilistes eux-mêmes, car l'argent qu'ils donneront les aidera à résoudre certains défis auxquels ils sont confrontés. L'autorité rwandaise des régulations de certains services d'utilité publique, RURA en sigle, leur a également assuré que des gilets de travail leur seront distribués dans le meilleur délai en vue de remplacer les anciens déjà usés. Alors tout à l'heure, nous parlions de l'entrepreneuriat, du business en général. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios l'une des entrepreneurs, ici même au Rwanda. C'est Madame Angélique Uwamariya Gatarayihan. Bienvenue dans nos studios.
Merci beaucoup, Michel. Oui. Alors, nous parlions tout à l'heure, il y a un business forum qui est en train de se tenir ici même à Kigali, qui concerne plus le secteur privé. Tu travailles depuis quelque temps dans le secteur privé. Alors, commence un peu par nous dire ton business. De quoi s'agit-il? Je suis dans l'entrepreneuriat, ça va bientôt faire 17 ans. Et mon business, il est surtout dans la fashion ou bien dans la mode, mais la mode de mariage, surtout dans le mode de mariage. Et c'est ça a le mariage traditionnel et le mariage religieux, le mariage blanc. Donc, ce qui nous amène à avoir beaucoup de personnes au courant de la semaine, au courant du mois, qui ont ce programme, le mariage, les cérémonies. Donc, on est surtout dans l'accoutrement. Alors, la mode, je dirais, c'est une catégorie de business aujourd'hui qui a pas mal de défis. Quand on remarque les gens qui parviennent à payer pour ce que vous avez fait comme service, est-ce que c'est facile aujourd'hui? Exactement, c'est une sphère ou bien c'est un domaine qui n'est pas aussi exploité dans notre pays que ça l'est dans les pays de l'Ouest, mais quand même qui est en train de prendre un certain élan. Et il est vrai qu'il est un peu compliqué parce que la matière première n'est pas vraiment facile à accéder. Toutes les matières, toutes les choses que nous utilisons, c'est des produits importés. Donc, c'est vraiment un challenge, c'est un grand défi. Toutefois, je remercie le gouvernement rwandais qui ne cesse de ménager aucun effort quant à comment apporter les taxes qui ont été ôtées quand vous êtes dans la mode. Donc, on a quand même un pas. On a fait quelque chose, même s'il est encore compliqué de dire qu'on est vraiment dans le bon point. Alors, parlons plutôt de votre business. Là, on sent de la rigueur, du courage, de la détermination pour devenir justement plus efficace et, je dirais, plus productive sur notre sphère nationale. Comment vous faites pour vous lever le matin et vous dire « Non, je dois toujours travailler malgré tous ces défis ». Comment ça se passe? Bon, d'abord, je pense que c'est la passion. Je pense que c'est la passion qui vous donne cet élan, ce courage, cette énergie de vous lever le matin et de dire je vais encore une fois entrer dans ce monde où il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'amener beaucoup de nouvelles choses. Donc il y a toujours quelque chose qui est challenging. Mais je pense que c'est la passion. La première chose qui nous pousse à nous lever et à le faire encore, c'est la passion. Alors votre marché se base-t-il justement au Rwanda seulement, ou bien, comme nous parlions tout à l'heure avec la chargée du secteur privé, y a-t-il un libre échange des biens que vous faites ici au Rwanda pour importer? Exactement, il y a un libre bien d'échange parce que nous sommes en train d'opérer surtout dans la communauté de l'Afrique de l'Est. On est au Burundi, on est au Congo, vers Goma et des fois à Bukavu, et nous on est aussi au Kenya, mais on va aussi au-delà, on va aussi dans d'autres pays de l'Europe, surtout vis-à-vis de la tradition rwandaise, avec la diaspora et qui veulent toujours ramener chez nous, ramener ce qui est du pays. Donc il est facile et facilité de pouvoir travailler avec ces gens dans un certain moment. Alors Angélique, aujourd'hui nous parlons de mode, de fashion, mais vous n'êtes pas la seule qui travaille dans ce domaine. Qu'est-ce qui vous différencie justement avec la concurrence? Quel est votre point fort, je dirais? Bon, je ne sais pas, mais j'aimerais dire, je vais toujours ramener la passion et je vais toujours ramener les gens avec qui on rencontre durant le travail, qui vous encouragent, qui vous disent que ce que vous le faites bien, ce que vous le faites avec amour, ce que vous faites, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans votre bain, comme les Français le disent. Donc, ce qui nous différencie des autres, c'est ce vouloir savoir faire encore mieux et encore mieux. Je pense que c'est la seule différence qui peut vous distinguer des gens qui font la même chose que vous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas et qui nous suivent en ce moment même, je rappelle que vous avez Isha Collections. Exactement. Et vous vous basez plus pour ce qui est du mariage, comme vous l'avez dit. Exactement. Tout ce qui est fête en général. Exactement. Alors, quel est le message que vous pouvez dire aux femmes qui ont peur
justement aujourd'hui d'entreprendre alors qu'elles peuvent aussi le faire? Eh ben moi, j'aimerais dire à toute femme, à toute jeune fille qu'elle peut le faire. Il suffit vraiment de savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous donne la force de vous lever chaque matin, qu'est-ce qui va vous pousser à vous relever quand les autres sont en bas. Donc, c'est quoi votre passion? C'est quoi que vous aimez? Et il faut aussi leur dire il y a toujours des défis dans ce que nous faisons, mais sans défi, on ne pourra jamais aller loin. Je pense que j'aimerais leur dire de faire un pas, de se jeter à l'eau et de savoir qu'il y a toujours il y a des aides financières, surtout il y a des aides financières pour les femmes, surtout dans ce que nous faisons. Il y a des moyens, il y a des moyens, il y a des mécanismes qui favorisent la femme au Rwanda. Donc il faut toujours se jeter quand c'est ce que vous aimez. Et aussi peut-être demander conseil à Angélique, pourquoi pas? Demander à une personne qui a fait, c'est qui le pionnier dans ça? Qui a fait cette chose avant vous? Qui peut vous parler des challenges? Qui peut vous parler aussi des avantages que vous allez trouver dans quel que soit le métier que vous allez choisir. Donc il faut qu'il y ait un mentor, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a été un exemple pour pouvoir vraiment dire je veux faire face à cela. Alors dans le futur, on peut se dire que Isha Collections pourra se trouver même en dehors, comme vous l'avez dit, au Congo, au Burundi, peut-être pas, exactement. Pas en Asie. En tout cas, je pense que... bon, écoute, je suis tellement africaine, je suis panafricaine et l'Afrique coule dans mon sang. Je pense que si on pouvait même faire un petit rien pour seulement le Rwanda et puis l'Afrique en général, je pense que l'Europe, l'Asie et toutes choses autres viendra après. Et c'est sur ces beaux mots qu'on clôture ici. Je vous remercie, Angélique Ouamaliga Gataïha. Je rappelle que vous êtes entrepreneur dans la mode surtout. Merci beaucoup. Alors que l'Afrique peine encore à rendre effective la zone de libre-échange continental africain, le Rwanda a été cité en exemple d'un pays qui a fait preuve d'hospitalité et d'intégration africaine. L'exemple le plus récent est l'accueil des étudiants soudanais de l'Université des sciences médicales et de la technologie de Khartoum qui vont désormais pouvoir terminer leurs études au Rwanda après avoir fui la guerre qui fait toujours rage au Soudan. Les détails avec Jean Damascène, Maniché. Une immense joie de retrouvailles pour les 160 étudiants de la 4e année de l'Université des sciences médicales et de la technologie de Khartoum. Longtemps après avoir fui le Soudan, ils se retrouvent de façon inattendue au Rwanda où ils vont poursuivre leurs études. L'expérience malheureuse de la guerre est tout de même loin de s'effacer de leur mémoire, à l'instar de cette jeune étudiante. J'étais à la maison quand tout a commencé. Au début, nous avons cru que c'était des manifestations ordinaires, mais peu à peu, la situation s'aggravait de plus en plus. Je me rappelle bien que je me trouvais à l'étage et tout d'un coup, nous avons entendu des coups de feu, les balles qui passaient à travers les fenêtres et les hélicoptères militaires qui sillonnaient le ciel et les fumaient un peu partout. J'étais très triste de quitter mon pays, le Soudan. C'était une chose abominable de voir notre pays sombrer dans les ténèbres d'un moment à l'autre. C'était incroyable. Les sentiments sont mitigés pour ces étudiants soudanais. La joie de reprendre les cours d'une part et l'incertitude quant à l'avenir de leur pays d'autre part. On a la chance d'obtenir notre diplôme ici, ça va être vraiment très bien pour nous. Et aussi, ça va être très bien aussi pour le Rwanda comme une opportunité pour ouvrir une chance pour l'éducation des étudiants internationaux. On ne peut pas voir ce qui va se passer dans le futur au Soudan, mais on peut juste prier pour le Soudan à ce moment. Même si ces étudiants finalistes trouvent une occasion de terminer leurs études, l'inquiétude est restée vive pour les autorités de l'Université des sciences médicales et de la technologie de Khartoum, occupés militairement par les rebelles des forces de soutien rapide. Les rebelles ont affecté tous les aspects de la vie universitaire et le campus est totalement occupé par les rebelles. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et personne ne peut y aller. Toute l'université est une base militaire. Le Rwanda assure que ses étudiants soudanais seront dans les mêmes conditions que les Rwandais
une intégration riche de sens, selon les autorités de l'Université du Rwanda. Ça montre que le Rwanda est un pays qui inspire confiance quant à la sécurité et la connaissance qu'ils viennent chercher, sans oublier les bonnes relations avec les pays africains et le monde entier en général. À part ces étudiants soudanais, le Rwanda abrite déjà plus de 120 000 réfugiés et plus de 1200 migrants venus de Libye qui l'accueillent depuis 2019. Direction le Zimbabwe où 40 opposants ont été arrêtés mardi au Zimbabwe à une semaine des élections présidentielles dans ce pays et législatives. Lors d'un défilé de campagne dans une banlieue de la capitale, Harare a-t-on appris auprès du principal parti d'opposition et de la police. Les détails. 40 opposants ont été arrêtés mardi au Zimbabwe à une semaine des élections présidentielles et législatives, a annoncé la police. Les arrestations ont eu lieu lors d'un défilé de campagne dans une banlieue de la capitale Harare. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, certains opposants se tenaient debout à l'arrière de camionnettes alors que d'autres défilaient dans le cortège. Les forces de l'ordre ont confirmé dans un communiqué l'arrestation de 40 militants de la coalition des citoyens pour le changement pour infraction à l'ordre public. Les opposants n'auraient pas respecté le périmètre déclaré par les autorités, précise la note. Le pays d'Afrique australe tient ses élections générales le 23 août prochain et depuis des mois, le président Emmerson Mnangagwa, candidat à sa réélection, est accusé par l'opposition de mener une répression croissante. Dans un récent rapport, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé un processus électoral gravement biaisé, accusant la police de recourir à la violence contre l'opposition. Et c'est ainsi que s'achève cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Moi-même, Michaela Dukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Et d'ici là, portez-vous bien.